Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Ombre Blanche, à la librairie L'Ombre Blanche. On est en direct à la radio éphémère 89.1. Aujourd'hui, on est là pour la promotion d'un journal et média, Retour Arabe. Et nous sommes avec Salim Ben Abderrahman. J'ai une bonne prononciation. C'est très bien. Et donc on va commencer par là. Je suis ravie déjà de le connaître. Il y a quelques mois, il était dans le studio aussi avec moi à l'émission de la Caravane de la Langue. Et Salim, on va commencer par ta présentation. Alors bonjour à tous, Ahlan wa sahlan, donc c'est Salim Ben Abderrahman. On est sur Booster FM, lié à Radio Éphémère. Ici, on est invité par la librairie Ombre Blanche. Donc on est vraiment très honoré de cette invitation. Et c'est pour le lancement du journal Retour Arabe, Retour Arabi. Et donc voilà, donc c'est un média. Le journal Retour Arabe, c'est vraiment tout un média qui se lance dans la ville de Toulouse par rapport à tout ça. Donc tu m'as demandé qui je suis ? Exactement. Alors, je suis moi. Et il faut se connaître dans la vie, c'est important. Je suis issu d'une famille intellectuelle. Une famille intellectuelle dans l'Oranais, en Algérie. Mon père était bibliothécaire. Donc par rapport à cela, j'ai toujours baigné dans l'amour de la langue et de la culture arabe. C'est quelque chose qui m'a fait grandir depuis toujours. L'histoire des califes, l'histoire de l'Andalousie, Al-Andalus, auquel je reviens souvent. Beaucoup de choses, beaucoup de ces merveilles m'ont fait grandir. Et donc maintenant que j'ai grandi ici en France, dans la ville d'Orléans, au centre de la France. Et donc maintenant, voilà, ma grande passion, c'est de faire partager cette culture à travers ce média qui est un média d'actualité et de retour historique autour du monde arabe, de la civilisation arabe, de tout ce qui touche de près ou de loin aux Arabes. Donc voilà. D'où vient cet intérêt en fait de la langue arabe, de la culture arabe par rapport déjà à ta famille, pourquoi ici, pourquoi le journal? On va commencer par cet intérêt-là de la langue arabe ici présente. Alors l'intérêt de la langue arabe, sans parler de moi personnellement, parce que moi j'ai toute une histoire autour de moi et j'ai grandi dedans, mais c'est-à-dire que la langue arabe aujourd'hui c'est 400 millions de locuteurs à travers le monde, c'est la 4e langue en utilisation, c'est la première langue c'est la 4e langue en utilisation quotidienne, c'est-à-dire de tous les jours, des gens qui parlent dehors, et c'est la première en utilisation par rapport à la religion islamique. C'est assez immense et c'est une culture, une civilisation qui a laissé énormément de traces, qui était l'équivalent de l'anglais au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit l'anglais très puissant, on utilise des anglicismes et beaucoup de choses, mais on oublie que l'arabe avait le même statut à l'époque. À cette époque-là, on oublie que les Italiens, le sud de l'Italie, se piquaient à parler arabe. Ça allait un peu plus loin, ça allait en Turquie, ça allait dans toutes ces zones-là où l'influence de la culture arabe était très forte. Et encore aujourd'hui, dans le fin fond de l'Asie, c'est-à-dire que vous allez dans le pays cachemiri au nord de l'Inde, vous allez trouver des mots d'origine arabe, l'alphabet arabe encore utilisé officiel, en Chine également, dans le zone ouïghour. On oublie que le plus grand département de Chine, c'est le Sanjak, et c'est un département où les deux alphabets vivent ensemble, l'alphabet arabe et l'alphabet chinois. Et dans toutes les profondeurs d'énormément de peuples qui aujourd'hui, des fois, ne forment pas des nations, comme les Tatars par exemple, ou les Kazakhs ou d'autres. Les Kazakhs ont un pays qui s'appelle le Kazakhstan, mais ils ne sont pas souvent majoritaires dedans. Ils avaient une tradition arabique qui était très forte. Et aujourd'hui, on a encore des vestiges de tout cela. Et ici, autour de nous aussi, dans l'espace méditerranéen, avec l'époque de Al-Andalus, j'en parle beaucoup d'Al-Andalus, je vous dirai pourquoi après. L'espagnol et le portugais sont des langues qui ont une influence arabe très forte, jusqu'à plus de 6000 mots dans l'espagnol et dans le portugais aussi. On a dans les expressions, dans le parler, on a des mots arabes qui renaissent toujours en Amérique latine. Des mots, c'est assez incroyable. Au Venezuela, on va dire le mot chévere. Chévere pour dire quelque chose de bien. Et chévere, ça vient de l'arabe shafar, et ça veut dire quelque chose qui est organisé. Donc c'est dans la mentalité vénézuélienne qu'on va dire quelque chose d'organisé, on va dire chévere. Et comment ce mot a sauté l'Atlantique, donc c'est assez incroyable. On a d'autres mots aussi qui renaissent aussi à Saint-Domingue, le mot bachata par exemple, ou d'autres mots aussi au Brésil. Donc on voit que cette civilisation a énormément de puissance et de pouvoir, sans avoir le rayonnement économique
et industrielle qu'ont l'anglais par exemple ou le français ou l'espagnol aujourd'hui. Et ça, on le doit à toute une époque glorieuse, grandiose, dont énormément d'auteurs encore s'inspirent aujourd'hui. Donc on s'inspire tout le temps des Mille et une nuits par exemple, on s'inspire des fables de La Fontaine, et on oublie de dire que les fables de La Fontaine, c'est Kalila wa Dimna. Donc c'est Al-Maqari qui l'a écrit à Bagdad au 9e siècle, Kalila wa Dimna. C'était pour éviter de se faire tuer par le calife, donc il a remplacé les responsables par des animaux. Donc à partir de là, il était tranquille. Et il pouvait faire une critique sociale et politique en étant tranquille. Il faudrait qu'on fasse la même chose en France. Petite parenthèse. Et donc, on voit que c'est assez intéressant. Et pour revenir ici en France, où on vit, à Toulouse, dans l'Occitanie, la culture arabe, elle est très importante, mais elle n'est pas utilisée. C'est-à-dire que pour la jeunesse maghrébine et autres, elle est souvent vue par le prisme religieux seulement. Et donc, à partir du moment où on donne son identité seulement à travers la religion, on désacralise la religion. La religion devient quelque chose du quotidien, de toujours, en fait. Donc, et on oublie de dire que musulman, c'est un adverbe. En fait, quelqu'un qui est un musulman, il est musulman quand il pratique l'islam. C'est un adverbe, comme on est un footballeur quand on pratique le football. Donc, c'est pas un mot. Et donc, à cause de ces abus de langage, les gens mettent la culture arabe de côté et ne l'utilisent pas. Et donc, d'un côté, ils désacralisent la religion, et de l'autre, ils ne sont pas vraiment de culture arabe. Donc on a une sorte de schizophrénie en France très forte, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment rattraper avec des acteurs sociaux forts, parce que c'est un peu dramatique quand même. Donc voilà. Alors dans ce cas-là, quel est le but de ce journal qu'on va le promouvoir aujourd'hui? Est-ce que c'est le but de promouvoir la culture différemment, la langue moins stigmatisée, donc ce que tu viens de dire? Oui, mais il y a plusieurs buts à un journal, évidemment. Le but premier, c'est l'actu, évidemment, l'actualité vue par un regard arabe-français aussi. Ça, c'est intéressant. Donc des gens qui ont grandi en France avec une culture arabe qui regardent l'actualité. On a eu des journaux arabophones en France. Je ne suis pas l'inventeur du journal arabophone en France, il y en a depuis 100 ans. Mais la plupart de ces journaux étaient destinés à un pays arabe au Maghreb, notamment à l'époque coloniale de l'Algérie, ou alors au Proche-Orient, le Liban notamment aussi, beaucoup. Et donc c'était mais c'était pas vu pour des gens qui vivent ici. Donc, il y avait des rédactions arabophones en France, notamment à Paris, mais ce n'était pas productif ici. Donc, on n'avait pas ce côté-là. Donc là, l'originalité, c'est qu'ici, en fait, pour un public français, enfin en tout cas qui vit en France, il a accès à cette culture arabe millénaire directement, en lui parlant directement à soi-même. On peut pas vivre sa culture en fait dans un autre pays. C'est difficile. Il faut vraiment vivre. Comment dirais-je, il faut vraiment que la culture soit portée par des gens qui vivent dans l'endroit en fait où ils suivent cette actualité-là. C'est vraiment important. Donc c'est pour ça que malgré que vous voyez des milliers et des milliers de journaux différents dans le monde, ils ont toujours autant de succès. Parce que chacun a son point de vue. Donc voilà, c'est intéressant de savoir comment Londres a vu une chose, comment New York a vu une chose. Et pour un public arabophone en France, c'est intéressant de voir comment des Arabes de France voient les choses dans le monde arabe aussi, avec leur regard à eux, avec leur spécificité à eux. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin de ce regard différent, mais en même temps qui est normal, qui est normalement bien. Ce journal, il est destiné aux arabophones ou aux arabophiles aussi? C'est une bonne question. Alors, la version papier est destinée aux arabophones, c'est pour promouvoir la langue, et la version sur Internet, donc maintenant une web TV qui existe, Retour Arabe, Retour Arabi, à ce moment-là, elle est destinée à tout le monde. Et elle fait toujours la promotion de la langue arabe, de la culture arabe, mais les interlocuteurs parlent des fois français, parlent espagnol, parlent anglais, et c'est sous-titré. Donc ça, c'est quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir Étienne Chouard comme invité, donc sociologue et professeur d'économie. Donc on a sous-titré et on a eu un point de vue qui était vraiment intéressant pour les Arabes de France et pour cette vision-là du monde. Donc c'est aussi quelque chose quelqu'un qui ne connaît pas la langue arabe, qui vit en France, il en a normalement besoin parce il a des voisins arabes autour de lui.
Il a déjà vu des Arabes, j'espère pour lui. Et j'espère que ça s'est bien passé. Et plus sérieusement, et il a autour de lui beaucoup cette influence-là qui est toujours présente. Donc il doit normalement, de manière sociale, s'y intéresser un petit peu, au moins voir que ce point de vue existe et qu'est-ce que ce point de vue dit. C'est pour la presse important et pour la culture en général, c'est important. Donc voilà. Ok, merci. Je rappelle encore une fois qu'on est avec Salim Ben Abderrahmane en promotion du journal Retour Arabe. Pour l'instant, on fait une conférence. Juste après, vous allez le droit et la liberté de poser des questions du public. Donc, et c'est quand vous voulez, on peut aussi faire passer une musique. On se retrouve juste après sur Booster FM en direct, lié à Radio Éphémère, après cette musique magnifique. Nous sommes de retour avec Retour Arabe. Bien. En fait, avec la promotion du journal Retour Arabe, vous êtes avec Anna et Salim Ben Abderrahmane, qui est notre invité aujourd'hui et qui nous parle de la langue et la culture arabe et notamment du journal Retour Arabe et la média, effectivement, que vous pouvez trouver sur le site. Vous êtes sur aussi éphémère, radio éphémère, en fait Booster éphémère, c'est ça? Booster. Radio Booster en partenariat Radio avec Booster. Éphémère. Merci beaucoup. Et donc, continuons sur justement la modernité de la langue arabe. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cet aspect-là, modernité de la langue arabe? Complètement, c'est un aspect qui me passionne énormément parce que comme on vit ici en France dans un espace latin et qu'on utilise une langue arabe, donc un autre alphabet, donc le rapport est vraiment intéressant. Aujourd'hui, pour qu'une langue devienne moderne, il faut qu'elle passe certains caps. Il y a des barrières de modernité. Donc que certaines langues, malheureusement, ont loupé le cap. C'est comme un train. Un train qui passe, si vous n'êtes pas monté à l'heure, c'est fini. Et donc après, pour rattraper le retard, c'est très difficile. On a par exemple certains aspects. Maintenant, les réseaux sociaux, par exemple. Donc la langue arabe a vraiment passé le cap du réseau social. Ça, c'est vraiment de manière spectaculaire sur Twitter, sur Facebook, sur Periscope, sur d'autres réseaux. Je ne connais pas trop Snapchat. Dès qu'on a dépassé 17 ans, je crois qu'on ne peut pas connaître. Et donc, par rapport à cela, et on sait que l'influence de la chose, quand c'est écrit, en fait, quand on réussit à faire passer son alphabet dans une nouvelle technologie, on surmonte un cap. On prend un risque. Le risque de ne pas être cool. Le risque de ne pas être bien vu par les gens qui speak English, par exemple. Et ce risque-là, quand il est assumé par un peuple, il permet l'évolution de ce dernier. Il permet une adaptation à la modernité. Donc on est vraiment dans la définition du mot modernité. Et la langue arabe a vraiment bien surmonté la chose. Moi, je me rappelle des grands patrons qui recevaient sur leur Twitter, qui recevaient des écrits en langue arabe, qui me disaient j'arrive pas à les lire. Moi, je rigolais, je leur disais même moi j'arrive. Et du coup, c'était assez intéressant de voir que une langue dépasse beaucoup de choses. Après, la langue, elle est vivante, en tout cas, donc elle évolue. Exactement, elle change. exactement. Après, c'est pas une fin en soi. Il y a des langues qu'on peut considérer comme presque mortes et qui renaissent. C'est la différence avec les humains. Mais elle ne change pas, la langue morte. Oui, exactement, à part si elle est officialisée par un pays, comme c'est le cas pour certains. Et donc, dès qu'elle passe ce cap-là, elle avance. La langue arabe, elle passe ce cap-là, cette barrière-là de la technologie, de la modernité, avec brio, dans énormément de pays. Elle est utilisée en Amérique latine, elle est utilisée dans toute l'Afrique du Nord, elle est utilisée au Moyen-Orient de manière très spectaculaire, dans la péninsule arabique, qu'on disait peu développer la péninsule arabique au niveau industriel. C'est assez spectaculaire cette adaptation-là. Elle est très comprise en Asie. Je me rappelle d'amis au sud de la Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, qui sont de très très bons arabophones et qui se piquent à utiliser cette langue. Dans toutes ces utilisations. Donc oui, l'avenir de la langue arabe, elle est belle et radieuse grâce à cela. Après, on va parler de l'avenir de la langue arabe un peu plus tard. D'accord. Juste, je vais revenir sur quelque chose. Dans tous les pays et continents que tu as mentionnés, la langue arabe, elle reste la même dans chaque pays. Est-ce qu'elle change en fait au niveau de contexte social, au niveau de pratiquants des langues, interlocuteurs?
Pas de problème, Anna. Oui, c'est une question très intéressante. C'est qu'une langue, donc, elle est véhiculée, elle a toujours des expressions, ce qui fait son charme d'une région à une autre, d'un pays à un autre, des fois d'un continent à un autre, quand il s'agit d'une langue monde. Donc la langue arabe, comme elle a un passé très ancien, est très structurée par le côté islamique, elle reste fondamentalement bloquée, on va dire, dans sa grammaire et autres. Mais dans ses expressions, elle a énormément d'évolution. On retrouve des expressions arabes dans plein de langues et de pays, et ça c'est assez spectaculaire. L'arabe du Moyen-Orient n'est pas celui du Maghreb, chacun a son influence et son histoire. Et au fin fond de l'Asie aussi, des gens vont parler il va y avoir une sorte de noblesse arabe dans certains pays comme l'Inde, le Bangladesh ou l'Indonésie. Ils vont avoir leurs propres expressions à eux, et ils y tiennent à ces expressions. Donc un Maghrébin va les écouter, va comprendre le mot, mais va pas comprendre l'expression. Mais c'est ça qui est bien en fait, c'est ça qui est beau. Un peu comme un Français qui irait au Québec, dans la campagne québécoise, et qui comprendrait pas les expressions. Mais il dirait c'est du français, mais je comprends pas. Donc ça c'est le charme d'une langue monde, et l'arabe répond à ce type-là. La particularité de la langue arabe par rapport aux 4 grandes langues occidentales qui sont imposées aux Amériques, c'est que l'arabe, avec son socle islamique, permet une profondeur sans avoir une officialisation. Alors vous allez avoir des mots arabes qui vont apparaître dans des parlers bosniaques, ou des parlers indiens, ou des parlers indonésiens, sans que l'arabe soit officiel dans ces pays. Moi, je me rappelle les 11 grands journaux à grand tirage en Inde, en langue ourdou. Donc c'est des journaux, chacun dépasse le 1 million d'exemplaires par jour, ce qui est assez spectaculaire. Ici on ne se rend pas compte en France, mais en Inde, vu le milliard d'habitants, pour eux c'est normal. Donc dans les 11 qui sont répartis dans toute l'Inde, chacun possède un mot arabe. Le nom est arabe, même si la langue est ourdou, le mot est arabe. On a al-muntada, on a al-hayat, on a al-watan, on a ces mots-là qui sont de l'arabe classique pur. Donc sans que l'Inde n'ait jamais eu l'arabe comme langue officielle. Donc il y a eu l'ourdou, il y a eu la sorte d'ourdou un peu plus arabisé à l'époque des princes moghols qui régnaient sur l'Inde, à l'époque du Taj Mahal et tout ça. Taj Mahal, qui est un mot arabe d'ailleurs, Taj Mahal, c'est l'endroit du diadème, Taj Mahal. Donc, et plein d'autres choses de ce type-là. Donc on voit que la langue arabe a cette spécificité qui permet, sans être officielle, de se développer. Et en étant officielle, aussi de se développer. Et ça, c'est quand même c'est remarquable. Tu avais mentionné la langue bosniaque. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de là qui sont pratiquants aussi de la religion musulmane et qui lisent le Coran assez jeunes et qui le lisent en arabe, mais ils ne comprennent rien du tout. Donc ça sera bien peut-être de aller leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire, certaines choses. Mais c'est très intéressant en fait que ça arrivait un peu partout dans le monde en fait, même jusqu'en Bosnie, que les gens apprennent en fait cette langue sans la connaître. Oui, c'est ça, exactement. Ça aussi, c'est encore un grand point qui mériterait des débats et des débats et des débats. On en fera peut-être des émissions à l'avenir sur Booster FM ou sur FMR. Donc par rapport à cela, c'est que voilà, il y a toujours il y a un lien. Donc la religion musulmane et la langue arabe sont liées, un peu comme un couple, mais sont différents. Donc on a ce côté où les gens apprennent les versets du Coran partout dans le monde. Ça touche pas que les pays arabes, sans les comprendre. Donc, quand il n'y a pas de lien, à l'époque, certains pays avaient un alphabet arabe fort. C'était le cas des Bosniaques il y a 200 ans, par exemple avec la Rebika. Et donc la Rebika, qui est le bosniaque écrit en alphabet arabe, avec des rajouts, donc n'est plus officiel en Bosnie. Et donc, avec la latinisation et avec malheureusement ce qui s'est passé en Bosnie, la guerre, il faut aussi en parler. Moi, j'y étais en Bosnie après la guerre, je tiens à le stipuler. Et donc, par rapport à cela, c'est aussi triste et quelque part il y a un déficit là-dessus. Et les gens de culture doivent remplir ce déficit. C'est une responsabilité à travers le monde que les vrais arabophones doivent faire auprès de toute la communauté islamique qui représente plus d'1,7 milliard d'habitants à travers le monde. Donc c'est pas une minorité, c'est une partie du monde qui est musulmane. C'est une partie du monde qui est musulmane et qui utilise la langue arabe de manière quotidienne dans ses prières, dans ses invocations, dans la façon de saluer aussi, le fameux salam alaykum, qui est la parole la plus prononcée à la seconde dans le monde. Assalamu alaikum. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Donc,
normalement ce lien-là qui n'existait pas au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les gens faisaient le lien tout de suite. Un bon musulman, c'était un bon arabophone au Moyen-Âge. Ça, c'était quelque chose qui et aujourd'hui, c'est beaucoup perdu. Donc on a même des modes qui disent que des gens prennent ça comme une mode en disant « je suis musulman, mais regardez, je ne suis pas arabe ». Je suis musulman, mais je ne suis pas arabophone. Certains prennent ça comme une mode aujourd'hui. Ce qui est très grave au niveau civilisationnel. Je ne vous laisse même pas imaginer après toutes les dérives que ça peut avoir quand on utilise quelque chose de manière identitaire sans avoir la culture qui va avec. Donc là aussi, c'est tout un débat, tout un sujet qu'il faudra approfondir à l'avenir. Il y a une petite idée là que tout le monde va parler arabe peut-être un jour. Je ne sais pas si tout le monde parlera arabe un jour, mais en tout cas dans nos langues qu'on utilise, l'influence arabe est très forte. Ce qui est intéressant, c'est que comment cette influence est forte. En France, en français, on a plus de 600 mots d'origine arabe sélectionnés, et après toutes les ramifications de mots aussi sont d'origine arabe dans ces mots sélectionnés. Donc on peut monter un peu plus loin, et on voit que beaucoup de mots viennent d'un certain esprit. Par exemple, le mascarade, tmasrira. Une mascarade, c'est un mot d'origine arabe. Quelqu'un de fou, on disait quelqu'un de mahboul, tu vois. Et le zénith, as-samt aussi. Il se rapproche beaucoup de mots qui suscitent le rêve, l'imagination aussi, dans la langue française. C'est très intéressant qu'on fait appel à cette imagination-là pour introduire des mots d'origine arabe dans le français. Le mot le plus récent introduit, c'est le mot tafé, aller au taf. Donc tafa, c'est celui qui fait une obligation, qui va faire le tour de la Kaaba quand il va faire son pèlerinage à la Mecque. Il va taffer. Donc, et ça a été utilisé pour aller au travail. Donc dans la mentalité française, aller au travail, donc c'est une obligation religieuse. Il faut bosser. Donc il y a 6 millions de personnes qui font pas d'obligation religieuse en France. Petite blague qui ne fait rire que moi malheureusement. Et donc on voit que ça rentre en fait dans une certaine mentalité. Donc chaque mot a une histoire, c'est ça qui est beau, et des fois ils sont utilisés, moins utilisés, ils reviennent au goût du jour. Donc ça c'est pas mal et ça s'étudie. On le fait tous les semaines au Café Linguistique. D'ailleurs vous êtes invités tous les mercredis au Café Linguistique de 18h à 19h dans la librairie Ombre Blanche. Voilà. Nous sommes en ce moment. Quel est l'avenir donc, de cette culture, de cette langue arabe? Et après on va revenir aussi sur le journal, d'abord sur l'avenir. Alors, l'avenir de la langue arabe ici en Occitanie ou dans le monde? Ici, on va se localiser sur l'Occitanie. On va rester en Occitanie. Alors, elle est magnifique parce que quand on a un passé, on a forcément un futur, en fait. C'est un peu ça. C'est-à-dire que, oui, c'était très philosophique. La langue arabe a beaucoup de poésie. En fait, toujours on dit que l'ami de mon père, le fils de l'ami de mon père sera mon ami. Toujours un peu comme ça. Donc, la culture occitane était très liée à l'époque de Al-Andalus. Donc Al-Andalus, le pays arabe très fort, qui aujourd'hui représente le Portugal, l'Espagne et l'Andorre, et même le sud-ouest, était un pays arabe, et le voisinage du nord était l'Occitanie. Donc les Occitans venaient récupérer énormément de richesses et de trésors. Ils se baladaient. Aujourd'hui, on a la rue des 7 troubadours. Les 7 troubadours qui viennent de Damas, donc qui sont partis chercher justement leur richesse à Damas. Et ça, c'est assez incroyable. On retrouve dans le parler, dans la langue occitane, possède une certaine dimension qu'on retrouve dans l'arabe. Donc une dimension qu'on n'a pas dans les langues latines, mais qu'on a dans l'arabe. C'est aussi intéressant dans la prononciation. On a plein de liens comme ça. Et donc, comme disait Alemsur Garcia, écrivain de langue occitane, le nord de l'Occitanie, c'est le Maghreb. En fait, il faut retourner la carte par rapport à cela. Et donc, dans la culture occitane profonde, on se rappelle de l'époque de Al-Andalus. Et on a vu un peu toutes ces périodes-là. Donc, c'est-à-dire que les occitanistes, dans leur subconscient, parce qu'un peuple a toujours un subconscient, ils ont vu les Arabes quand ils étaient forts. Ils ont vu les Arabes quand ils étaient faibles. Ils ont vu les Arabes quand ils ont eu des problèmes, quand ils ont eu des solutions. Ils ont vu les Arabes dans énormément de périodes. Et ça crée ça crée un sorte de tampon mémoriel dans le peuple. Et ça, c'est intéressant pour l'avenir. Donc, je pense que l'avenir de l'Occitanie est peut-être pas arabophone, mais en tout cas très arabophile. Très bien. Comment donc attirer quelqu'un qui ne connaît pas du tout la langue arabe et la culture arabe à apprendre, à découvrir? Ça, c'est intéressant. Il faut l'attraper, il faut l'emmener dans le quartier de Bagatelle, il faut se sauver, et il faut le laisser se débrouiller pendant 1 heure. Et je vous jure que ça deviendra un arabophone, mais incroyable. Plus sérieusement. Il faut qu'il ait autour de lui un entourage, il faut qu'il soit un peu ouvert, qu'il voyage,
qu'ils se baladent un petit peu. Et à ce moment-là, ils se rendront compte que la langue arabe et sa culture est assez incroyable et qu'on la retrouve partout. Il retrouvera partout des restaurants halal, partout. Partout, à New York, à Londres, à Toulouse, partout. Il retrouvera des gens de culture arabe. Et s'il s'intéresse un peu, on a tendance à dire que dans le peuple français, c'est les très très hauts niveaux qui font de l'arabe. C'est-à-dire que les gens qui font de la diplomatie et autres font de l'arabe, en fait. Parce qu'ils savent un peu ce lien-là, très ancien. Donc voilà, la personne qui maîtrisait le mieux la langue française au monde, c'est Louis de Matignon. Donc il a sa grande statue à Paris, et c'était quelqu'un qui maîtrisait très très bien la langue arabe. C'est un grand arabophone, et c'était l'ami d'un des pères fondateurs de l'Algérie moderne, Ibn Badis. Donc ils se piquaient vraiment à discuter ensemble. Donc on voit que ces deux cultures, malgré tout ce qu'on essaie de nous faire croire aujourd'hui, avec une littérature aujourd'hui française qui est des fois, dans certaines parties, arabophobe. Donc on peut le dire quand même arabophobe dans le sens civilisationnel. On peut dire qu'elle ne suit pas cette histoire-là véritable qui a fait la France et l'histoire occitane qui a fait l'Occitanie. Et donc c'est aux gens de culture de faire des rappels là-dessus. Nous pouvons dire aux auditeurs de ne pas avoir peur vraiment qu'ils voient les hiéroglyphes arabes au début. Non, je pense que les gens ils n'ont pas peur d'un alphabet, sinon ça serait triste. Mais en tout cas, ils peuvent voir la beauté de la langue arabe et de sa calligraphie, qui a dépassé les frontières de l'irréel. Des grands mathématiciens et autres disaient on ne peut plus inventer de forme parce que la calligraphie arabe a tout fait. Ils disaient ça allait tellement loin au niveau de la chose, parce que dans la tradition arabo-islamique, on ne représente pas les humains, ni les animaux. On ne représente pas les créatures vivantes. Donc, on est obligé de faire jouer l'imagination. Et donc, à ce moment-là, on va dans la profondeur de l'imagination, et dans les écrits, dans la façon de... Ça devient du dessin. Ça devient du dessin. Donc, on a énormément de styles. Et moi, j'apprécie particulièrement la graphie andalouse. Donc, je reviens encore sur ça, je sais. Et donc, c'est parce que c'est intéressant comme graphie, parce qu'elle est liée à la graphie latine. Elle est très droite, donc très adaptée à l'Europe par rapport à ça. Et elle est arabique. On peut la retrouver dans le palais de Saragosse, pas loin de Toulouse, dans toute l'Andalousie, bien sûr. Et donc voilà, moi, je vous invite vraiment à regarder la calligraphie arabe, parce que c'est vraiment... des gens font de la calligraphie arabe depuis 50 ans, ils sont toujours autant émerveillés. Donc voilà. Merci. On va écouter une autre chanson et on revient. Nous sommes toujours à la librairie Ombre Blanche avec Anna et Salim Ben Abderrahman. Parlons de la langue et la culture arabe. Et pour une dernière question, avant qu'on passe au micro et des questions du public, on voudrait parler un peu de journal, justement, de quel on est là aujourd'hui, et de voir un peu l'avenir de ces journaux, et puis de quoi il a besoin, ces journaux. Et est-ce que tu peux nous dire aussi, est-ce que ça sort tous les mois? Est-ce que tu as besoin de bénévoles, etc. Développe un peu, s'il te plaît. Bien sûr, avec grand plaisir. En direct sur Booster FM, lié à Radio Éphémère. Et donc par rapport à cela, on est, donc le journal Retour Arabe, c'est un média, nom de société, Journal Retour Arabe, mais c'est un média Retour Arabe, une déclinaison papier qui va arriver avant la fin de l'année, donc qui sortira toutes les semaines de manière hebdomadaire dans les librairies à Toulouse. Donc tout est en négociation, en finalisation en ce moment. Les gens sont très contents de recevoir un journal arabophone à Toulouse. C'est une première, c'est même une première en France. Donc par rapport au fait qu'il soit adapté pour un public d'ici. C'est aussi ça qui est très original. Il existe déjà sur Internet, retourarabe.com, Retour Arabi, sur donc le site Internet qui se développe de plus en plus en se rajoutant à chaque fois de nouvelles rubriques. Vous avez maintenant les arrivées et les partances d'avions, en fait, de Toulouse vers une ville arabe à chaque fois. Donc par rapport à l'aéroport Blagnac qui fait un bon travail par rapport à ça, qui a plus 28% de développement par rapport aux villes du Maghreb tous les ans. Ça c'est quand même assez important à souligner, des nouvelles lignes qui se mettent en place. Donc cette rubrique-là existe pour voyager, parce qu'on vous emmène toujours en voyage. Sur le site internet, ce qui est bien, c'est qu'on met aussi des vidéos, donc les reportages. Moi, je suis un grand fanat d'histoire
un grand fanat de rappel historique. J'adore visiter les châteaux et autres, avec un autre style que Stéphane Bern, je vous rassure. Et donc par rapport à cela, on filme et on met en place en fonction de l'histoire de l'endroit. Donc ça c'est pas mal. On était à Tolède il y a pas longtemps. Donc et on a senti la vieille ville de Tolède qui a gardé son aspect de l'histoire de El Andalus, j'y reviens encore, qui a gardé cet aspect-là vraiment de manière très authentique. Et ça c'est assez spectaculaire parce qu'elle est sur une montagne, la ville de Tolède, et on a comme ça prévu énormément de reportages à travers tout le monde arabe et pas que. Pas que, parce qu'on a été aussi en Amérique latine, on a été au Venezuela, on va bientôt aller à Cuba avec Retour Arabe. On est invité en Tunisie, on est invité en Algérie, à Alger, à la Casbah d'Alger, dans l'Oranais aussi. On est invité au Moyen-Orient, en Égypte, au Caire, la grande ville du Caire. Donc Ibn Khaldoun, l'inventeur de la sociologie, a dit celui qui n'a jamais vu le Caire n'a jamais vu la grandeur de l'islam. Donc pour dire à quel point c'est une ville merveilleuse. Et donc on parle de tout ça et on le met en exergue, donc de manière émission, voilà, sur Retour Arabe. Et on a aussi des invités prestigieux qui viennent à Retour Arabe, liés avec des médias aussi avec qui on est liés, avec qui on est frères ici. Et je tiens beaucoup à cette fraternité, ce côté frère d'armes qu'on a à Toulouse, très à gauche, où on est liés, on travaille ensemble et on sent vraiment cet esprit-là. Donc moi, je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau, dans cette Occitanie qui existe vraiment et qui vit vraiment. Donc voilà. Et une émission de radio aussi. On retrouve tout ça tous les lundis sur Booster FM, de 4h à 5h, où toutes les semaines, on parle d'un thème. On prend un thème de l'histoire des Arabes. On a parlé d'Al-Andalus, on a parlé de la ville arabe, El Medina Al-Arabiya. Le prochain thème, ça va être l'équipe nationale algérienne, parce qu'on veut aussi changer un peu cette image-là. Il y a 3 gros matchs qui arrivent pour la qualification de la Coupe du Monde. On sait qu'à Toulouse, c'est une grosse fête. Donc, on va un peu expliquer un peu l'histoire. On va inviter tout le monde. On va faire quelque chose que ça soit une grande fête populaire et joyeuse. Et on fait à chaque fois des thèmes bilingues. C'est une émission bilingue, donc la première partie est en français et la seconde est en arabe classique. Donc voilà, et plein d'autres choses dans le site internet qu'on peut retrouver. Donc voilà, j'invite tout le monde à suivre un peu Retour Arabe qui est un ensemble, et j'invite aussi les gens à travailler avec moi aussi. On fait un appel aux nouveaux bénévoles. C'est cela, des bénévoles ou des écrivains aussi arabophones, des gens qui veulent écrire, qui veulent se passionner pour cette culture, qui veulent la faire vivre. Voilà, on va bientôt créer une association, les Amis du journal Retour Arabe, pour pouvoir faire des conférences. Je donne aussi des conférences sur Toulouse. On va parler d'énormément de thèmes. Donc voilà, toute bonne intention est la bienvenue. Et on rappelle aussi que tous les mercredis à 18h, Salim fait ses cafés linguistiques de la langue arabe. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci. Et de cette promotion du journal. Bonjour à vous, que vous êtes arrivés juste maintenant. On a de nouveau dans le public. On va passer aux questions du public. On va passer aux questions. Si vous avez des questions, on a 10 minutes. Il y a le buffet qui est derrière vous, qui est prêt. On vous invite tous si vous avez des questions sur la culture arabe, allez-y. Voilà. C'est pas sur la culture. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous avez lancé Retour Arabe, parce que là, j'ai visionné un vite fait, parce que moi, je connais pas l'arabe, mais c'est le numéro 2. Ah oui. Donc, ça a été lancé quand ? Le numéro 1 était l'année dernière. Donc, pourquoi ça n'a pas fonctionné vraiment en édition papier ? Si, ça arrive en fait, mais c'est des prototypes en fait, ce que vous voyez. Oui. Même celui qui est en consultation, c'est un prototype en fait. Oui. Et les journaux arriveront avec un rendu toutes les semaines. Toutes les semaines. Très bientôt. Donc là, quand on voit les photos, ça sera des publicités. Oui, voilà, exactement. C'est comme ça, là vous avez mis, mais ça sera des publicités. Voilà, exactement. C'est des prototypes et les exemplaires arriveront chaque semaine dans les librairies ici à Toulouse. Donc pour initier les gens à cette culture. Et oui, ce que vous voyez, c'est des prototypes d'essais, de tests, de voilà, comme une voiture. Quand vous allez justement faire ce journal, mettre le journal chez les libraires, je veux dire, ça sera quel numéro ?
Ah, ça sera suivi, donc soit c'est le numéro 3, ou si le numéro 3 est un prototype aussi, alors ça sera le numéro 4. Voilà, c'est ça que je... Voilà, d'accord, bon. Mais d'accord. oui, on a inventé les chiffres. Il n'y a pas les références au niveau des mails, enfin, il y a juste le mail, je crois, il n'y a pas éditeur, oui, c'est pour ça. Il y aura le code barre aussi va arriver, voilà, il y a pas beaucoup de choses de ce type, bien sûr. Moi, je vois le côté un peu, donc c'est pour ça, bien sûr. Tout ça va arriver, mais faites-nous confiance, c'est nous qui avons inventé les chiffres. Oui, d'accord, très bien. Et au niveau des photos aussi, ça sera aussi un petit peu plus féminin ou... Ça sera, oui. Non, parce que dans un, comme... Oui, bien sûr. C'est juste que comme c'était le début, je ne pouvais pas aller voir des jolies filles pour faire des reportages. Non, c'est pas question de ça. Mais quand j'ai beaucoup d'expérience et autres, je peux me permettre. Que ce soit bien mix. Oui, bien sûr, complètement. Bien sûr. La parité est complètement respectée là-dessus. Et la parité aussi de peuplement aussi. C'est-à-dire ça va pas être que arabe. On va pas interviewer que des gens d'origine arabe. On va interviewer des gens de toute origine. C'est vraiment ça qu'on promue. Voilà. Merci beaucoup. D'autres questions? Ou d'autres, juste des références ou des notes? Bonjour Salim, Renaud, enchanté, merci. Au niveau des contributions pour Retour Arabe, donc j'imagine vous cherchez des contributeurs. Est-ce que ces contributeurs, il y a déjà pas mal de contacts mis en place, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est compliqué en France ou particulièrement à Toulouse de trouver des contributeurs qui sont capables, qui maîtrisent la langue arabe? Parce que j'imagine que dans cette salle par exemple on est peu à écrire l'arabe, en tout cas moi je l'écris pas. D'accord. Au niveau des contributeurs, alors les gens regardent, il y a plusieurs aspects. Au niveau du contributeur, il va regarder le nombre de tirages, il va regarder le nombre de gens qui lisent ce journal-là, plus qu'autre chose. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, une grande banque aujourd'hui va sponsoriser beaucoup de journaux en Algérie, alors que c'est une banque française. Donc voilà, mais les gens ça va être des journaux arabophones, parce qu'elle sait qu'elle aura plus d'1 million de lecteurs par jour. Par exemple. Il y a aussi ce côté-là économique qui est à prendre en compte. Après, il y a aussi le côté culturel, bien sûr. Donc, il y a énormément de chefs d'entreprise d'origine maghrébine ou autres qui seront très, très intéressés par la chose et qui sont déjà très intéressés par la chose. Et après, pas que, bien sûr, aussi de toutes origines. C'est aussi intéressant d'amener les gens à ça. On vit dans un world village et on est tous amenés à se côtoyer, toutes les cultures. Ce qui est important, c'est de garder sa culture au milieu des autres cultures. Ça aussi, c'est sympa. C'est aussi quelque chose d'intéressant. Et on trouve des gens magnifiques, des gens intéressants qui peuvent soutenir la chose. Donc, une fois que la chose sera lancée semaine après semaine, déjà, on a déjà un bon rendu sur Internet. À partir de là, oui, les gens feront confiance au journal pour ce rendu-là. Et je tenais à vous remercier, Retour Arabe, et toi particulièrement, parce que j'entends beaucoup d'idées reçues, de préjugés autour de la culture arabe autour de moi au quotidien. Et donc le fait de donner un autre regard et de faire entendre l'histoire de cette civilisation et de cette culture, je pense que c'est quelque chose de positif pour le vivre ensemble et pour déconstruire ces préjugés. Donc merci. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup ce que tu dis, Renaud. Et oui, c'est un combat. On combat aussi pour la paix. Combat pour la paix. Je vais pas faire les musiques de Michael Jackson, mais on combat pour le vivre ensemble. On combat pour aller vers l'autre aussi. C'est facile de se renfermer. C'est facile de croire ce qu'on voit dans les médias dominants. C'est facile, en fait. Il suffit d'allumer et d'être un abruti et de dire cette tête-là, il y a des gens avec cette tête-là qui font du mal. Donc tous les gens qui ont cette tête-là, ils font du mal. C'est facile. Et ça marche dans tous les sens. Que ce soit des extrémistes d'une certaine religion, des suprémacistes d'une certaine ethnie, c'est la même chose. En fait, on nous sert la même chose et on nous tient un peu comme des marionnettes. Donc il faut aller plus loin que ça, il faut vraiment aller voir son voisin, il faut discuter avec son voisin, des fois il faut manger avec son voisin, il faut le côtoyer pour savoir que, comme disait un grand penseur maghrébin, cherche dans le cœur de chaque personne, il y a un trésor. Donc voilà, ça illustre bien la chose. D'autres questions? Pas encore. Je vous remercie tous pour cette venue. Je vous dis qu'il y a un buffet qui vous attend. Donc aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd, donc on va faire la fête tous ensemble.
Et voilà, on peut discuter autour de la chose, se revoir. Je vous rappelle que tous les mercredis, il y a le café linguistique de 18h à 19h pour apprendre l'arabe, pour écouter l'arabe, pour apprendre des mots, des expressions. Donc on vous invite tous. Des fois, on vous invite pendant 1 mois, 2 mois. Certains se sentent concernés. Et on vous rappelle aussi qu'il y a l'émission de radio aussi tous les lundis de 4h à 5h sur Booster FM 89.1. Et on est vraiment, vraiment très content de cette alliance qu'on fait. C'est un pas en avant pour le vivre ensemble. Et on vous invite tous à écouter, à participer, à lancer des aides. Par rapport à ça, dans les sites internet, faites un petit peu de bruit. On va bientôt finir, vous inquiétez pas. Il y en a qui veulent vraiment manger des gâteaux, je le sais. Et je fais partie de ces gens-là, ne vous inquiétez pas, je vais aussi manger des gâteaux. Mais voilà, laissez des messages sur les Arabes de Toulouse 31, Al-Arab min Soulouj Wahadou Tlatin. Les Arabes de Toulouse 31, il y a une actu qui suit, retourarabe.com aussi, il y a une actu qui suit. Donc n'hésitez pas, discutons et allons de l'avant. Voilà. C'est bon, on a fini. Est-ce qu'on... On va écouter quelque chose. On va écouter une musique et après, soit on rediscute un peu, soit on va manger. Donc, mais tel que je vois les gens, je pense qu'on va les manger. Mais voilà, on va écouter cette musique-là. Vous êtes toujours à l'ombre blanche à la librairie avec Anna et Salim. On va finir cette conférence-là et on vous invite au buffet. Si vous n'avez pas des questions, entre-temps, si quelqu'un pensait à des questions probables. Non? Ok, on va discuter entre nous juste de suite. Et je vais faire juste un rappel pour la caravane de langue. Je profite aussi parce que la caravane de langue aussi fait ses émissions chaque 3e dimanche du mois sur Radio FMR. Et là, on est en direct sur Booster FMR, qui est un partenariat de Radio FMR. Ok, merci Salim Ben Abderrahman. Merci à vous. Si tu as quelque chose à rajouter. Non, mais j'ai envie de dire Ila liqa wa Eid Mubarak à tous ceux qui ont fêté l'Aïd aujourd'hui. Et voilà, et je vous remercie tous profondément, vraiment. Et c'est qu'une belle aventure qui fait que commencer. Shukran. Shukran.